C'est quoi être brestois? Déjà, le brestois, c'est tutoie en fait. Il n'y a pas de vouvoiement ici. De 11h30 à 12h30 sur le 103.8, midi et mi-temps. Et vous écoutez toujours Midi les Mutins sur le 103.8. On est ensemble jusqu'à 12h30 et c'est l'heure de l'interview du jour. La semaine dernière, j'ai réalisé un entretien avec Yvan Logvenov, journaliste à Spland, au sujet d'une enquête qu'il a menée avec Christine Falcon sur la Cooperl. Alors la Cooperl, qu'est-ce que c'est? C'est une coopérative porcine bretonne qui s'est développée depuis sa création dans toutes les branches de la filière porcine, passant des abattoirs à la production d'aliments et à la salaison. Récemment, elle a étendu ses investissements à des secteurs éloignés de la production porcine, suscitant l'incompréhension parmi certains éleveurs adhérents. Confrontés à des déficits et à une restructuration dans son pôle salaison, la coopérative compense ses pertes en diminuant le tarif d'achat des porcs, en prolongeant les délais de paiement et en obligeant les éleveurs à déposer une partie de leurs ventes sur les comptes de la Cooperl. En plus des contraintes tarifaires, les éleveurs font face à d'autres exigences dans divers secteurs contrôlés par la coopérative, qui suscitent donc des préoccupations éthiques et financières chez de nombreux éleveurs. Quitter la coopérative et en particulier la Cooperl s'avère difficile car la logique d'intégration a atteint un tout nouveau niveau, avec la coopérative devenant donc propriétaire de cette exploitation pour développer aussi de la recherche génétique de sa société intitulée Nucleus. Je vous laisse tout de suite écouter mon entretien réalisé avec Yvan. Spland a publié à l'automne 2023 une enquête en plusieurs volets sur la Cooperl, donc une coopérative porcine bretonne dont les choix économiques l'éloignent de plus en plus de l'esprit coopératif au détriment bien sûr des éleveurs. Et pour en parler, je suis avec Yvan Logvenov, co-auteur de l'enquête avec Christine Falcon. Bonjour Yvan. Bonjour Inès. Alors avant de parler de cette enquête un peu plus en détail, peux-tu nous expliquer peut-être ce qu'est le média indépendant d'investigation Spland pour lequel tu as mené cette enquête avec Christine? Donc Spland, c'est un média d'investigation régional, donc spécialisé sur la Bretagne, qui enquête sur l'agriculture, mais pas seulement. Ce qui est rare quand même aujourd'hui, c'est que c'est un média surtout indépendant, qui est financé avant tout par les dons de ses lecteurs. Et l'idée, c'est aussi de donner justement aux journalistes du temps pour enquêter. C'est pas forcément facile aujourd'hui, mais Spland essaie toujours d'avoir 3 ou 4 sujets par an qui lui semblent assez importants pour donner 5, 6 mois, voire plus parfois, aux journalistes pour faire le travail qu'ils ont besoin de faire. Et justement, cette enquête sur la Cooperl, c'est un sujet très très important. Quel a été l'élément déclencheur qui vous a incité justement à enquêter sur la Cooperl et ses activités ? Il se trouve que Spland avait déjà travaillé un petit peu sur le porc en Bretagne. C'est vrai que quand on s'intéresse à l'agriculture et quand même aussi aux pollutions liées à l'agriculture, c'est difficile d'oublier le porc en Bretagne. Et donc il y avait eu plusieurs enquêtes sur à Plouvorne par exemple, à Landuvez aussi. Et l'idée, c'était qu'à partir de ces exemples-là, qui étaient plutôt des cas locaux qu'on essayait de décrypter, on s'est dit, effectivement, qui est-ce qui est un petit peu responsable de tout ça? Est-ce qu'on peut pas essayer de voir l'image d'un peu plus haut? Et il se trouve que la Cooperl, c'est la plus grande coopérative porcine en Bretagne, mais aussi en France. Et ça nous semblait intéressant de décrypter qui était cet acteur et où est-ce qu'il en était aujourd'hui. Une enquête qui a dû sûrement être... vous avez dû éprouver certaines difficultés à la mener. Quelles ont été les principales, justement, difficultés que vous avez rencontrées pendant votre enquête, notamment peut-être pour obtenir certaines informations? Il se trouve que, quand même, aujourd'hui, on a la chance de pouvoir avoir des données maintenant assez facilement en ligne, et notamment un site qui s'appelle Papers en France, qui publie des comptes financiers et économiques. Donc ça, c'était une bonne base pour nous de travail sur les chiffres, d'une part. Ensuite, après, c'est vrai que c'est difficile de trouver des sources parce que, et Nicolas Legendre l'a assez bien documenté, dans le monde agricole, on ne parle pas forcément. On s'est beaucoup posé la question de pourquoi on n'arrivait pas aussi à parler à des éleveurs, pourquoi les éleveurs voulaient l'anonymat. Et c'est pas que aussi parce qu'ils ont peur, c'est quand même, et on le montre dans l'enquête, parce que finalement, grâce au porc, on gagne encore beaucoup d'argent. Et c'est ce qu'on essaie de montrer, c'est une sorte de prison dorée, c'est-à-dire qu'on parle pas, mais en fait parce qu'on est bien économiquement dans ce milieu-là. Tu en as un petit peu parlé tout à l'heure. La Cooperl, c'est donc une coopérative agricole et agroalimentaire du Grand Ouest qui a été créée en 1964 à Lamballe. Peut-être quelques mots pour comprendre ce qu'est la Cooperl et à quoi ça sert une coopérative pour les éleveurs, rapidement, Yvan. Et
En fait, la Cooper le dit elle-même dans un ouvrage qu'elle a publié pour ses 50 ans. L'idée de base, et elle est vraiment louable, c'est se rassembler à 25 éleveurs pour mieux vendre son cochon. Voilà, face justement à la grande distribution, à des industriels, de l'aliment porcin aussi. On se met ensemble pour pouvoir mieux acheter les intrants dont on a besoin et mieux vendre son cochon. Seulement, le problème, c'est que c'est ce système-là qui s'est emballé. En fait, de 25, ils sont aujourd'hui 3000, mais on a aussi 8000 salariés. Il y a 81 filiales qui sont présentes dans une dizaine de pays, et dont, par exemple, en Asie du Sud-Est sur la génétique porcine. C'est un peu l'histoire, la Cooper, d'une bonne idée qui s'est emballée, en résumé. Et puis elle rémunère, c'est ce que tu en parlais, de la vente du porc. Actuellement, la Cooper rémunère ses éleveurs selon sa propre grille de tarifs, c'est-à-dire sous le cours du marché du porc breton. Alors ça va un peu à l'encontre de ses valeurs initiales. Pourquoi une telle décision ? C'est quelque chose aussi qu'on a compris petit à petit dans l'enquête. C'est donc l'idée de la coopérative, c'est quand même se mettre ensemble, faire groupe pour être face aux autres. Et il se trouve que la Cooper l'a aussi, une fois de plus, poussé très loin cette logique-là en s'isolant peu à peu de toutes les autres structures collectives. Donc elle n'est plus, par exemple, dans l'interprofession porcine, elle n'est plus non plus dans les instances collectives de la viande, et elle n'est plus dans le marché breton qui faisait avant référence. Et il se trouve que de ne pas être dans ce marché breton lui permet finalement de faire son propre prix. Là où les autres acteurs vont toujours indexer leur prix sur le marché au cadran de Plérin, et il se trouve que la Cooper paie un peu comme elle veut. Donc parfois c'est au niveau du prix du marché au cadran, parfois ça ne l'est pas. Mais ce qui fait que pour les éleveurs c'est très difficile à lire et ça les rend encore plus captifs parce que personne comprend le prix en fait. Bah oui, c'est des décisions qui bien sûr doivent inquiéter les éleveurs qui peinent déjà à se faire entendre alors que c'est censé être un fonctionnement coopératif. On comprend dans l'enquête, mais on comprend aussi que c'est difficile pour eux de quitter la coopérative parce qu'on pourrait se dire que comme ils vendent pas le porc au prix du marché, ils pourraient tout simplement quitter la coopérative. Or, c'est pas aussi simple. Et il y en a qui s'en privent pas non plus. D'ailleurs, aujourd'hui, il y a des éleveurs qui sont des gros éleveurs, on dit dans l'enquête, qui peuvent se permettre de quitter la coopérative. Alors, c'est pas forcément facile, et actuellement, en plus, comme la Cooper, le manque de cochons, justement, elle a un peu durci les conditions de départ. Mais il y a des plus petits qui peuvent pas se permettre, en fait, de devenir indépendants et qui sont obligés de rester là. Ouais, de subir. Et puis, il s'inquiète également aussi du contrôle de plus en plus important de la coopérative sur certains secteurs. Je pense notamment aux aliments et aux soins vétérinaires. On en a un peu parlé. Ce qui impose finalement aux éleveurs de dépendre encore plus de leur coopérative et avoir encore plus de difficultés peut-être à la quitter. Et c'est vrai que dans l'histoire de l'agrandissement de la Cooper, il y a exactement ça. C'est-à-dire qu'au début, on se rassemblait juste pour vendre son cochon. Après, on s'est rassemblé pour vendre l'aliment. Finalement, pour acheter l'aliment, pardon. Finalement, on s'est aussi rassemblé pour les conseils des vétérinaires. Maintenant, c'est aussi les bâtiments. C'est-à-dire que la Cooper, en fait, de filiale en filiale, a fini par cerner tous les éleveurs qui ont aujourd'hui plus aucun choix technique en propre. Là où c'est gênant, c'est qu'on a interrogé notamment un vétérinaire, et c'était intéressant, qui nous disait, en fait, il n'y a aucune justification technique, finalement, à ce qu'on vous impose un bâtiment, un médicament, une race particulière de porc. C'est-à-dire que les éleveurs, on leur donne un peu parfois des faux arguments en assemblée générale en leur disant pour être les meilleurs, avoir le meilleur porc, il faut que vous fassiez ça, ça et ça, et donc que vous achetiez les services et intrants de la Cooper. Et en fait, il se trouve que dans certains cas, c'est pas vrai. De plus, dans votre enquête, on comprend que la Cooper est actuellement en difficulté économique. Tu en as un petit peu parlé. Est-ce que tu peux nous dire quelles sont les conséquences justement pour les éleveurs qui en sont finalement les premières victimes? Ils sont en première ligne. Et d'où provient un peu cette difficulté économique? Je suppose que ça s'est fait au fil des années avec de nombreux investissements et peut-être pas un assez bon retour financier à ce propos. C'est pas très bien formulé, mais en tout cas, quelles sont les conséquences de ces difficultés économiques-là sur les éleveurs aujourd'hui? La Cooper elle-même l'a dit récemment, elle a plusieurs filiales qui sont en difficulté, notamment dans la transformation. Donc c'est plutôt en fait tout l'aval de la filière, donc en gros les usines chargées de faire le jambon. Mais il se trouve que la Cooper est aussi finalement la seule coopérative porcine qui investit dans ce type d'outils-là. Les autres coopératives, elles sont vraiment tenues juste à la production de porc. Et parce qu'une fois de plus, la Cooper elle est allée trop loin, aujourd'hui finalement elle paye un petit peu le prix de cet emballement. Et donc, pour faire tourner ces outils qui aujourd'hui... le problème, disons, c'est qu'en fait,
en Europe, aujourd'hui, la transformation, en tout cas dans l'industrie agroalimentaire française, est un peu moins compétitive, notamment parce qu'on a un droit du travail assez fort, et on peut s'en réjouir aussi, mais qui fait que la main-d'œuvre est assez élevée dans les usines, et ce qui fait que parfois nos produits agroalimentaires ne sont pas forcément compétitifs, notamment dans le porc. Par contre, en revanche, on a un cours du porc, enfin un prix de la bête et de la viande elle-même qui est assez compétitif par rapport à l'Espagne et l'Allemagne. Donc à une heure où en fait normalement les éleveurs devraient gagner de l'argent, actuellement, parce que la Cooperl a finalement investi dans ces usines de transformation bien à l'aval de la chaîne, elle se trouve en difficulté parce qu'elle n'arrive plus à écouler son jambon au prix qu'il faudrait. Et puis on comprend, toujours selon votre enquête, que la Cooperl s'est aussi récemment engagée dans de les rachats d'élevage porcin. C'est peut-être aussi une nouvelle forme d'investissement pour combler à ces difficultés économiques. Et effectivement, il y a deux aspects à ce problème-là. Il y a les difficultés économiques, qui font que certains élevages ne peuvent plus durer, mais surtout l'aspect renouvellement des générations. Donc il n'y a plus quand même assez de jeunes repreneurs par rapport au nombre d'éleveurs qui partent à la retraite. Et la Cooperl, en fait, a beaucoup à perdre dans ça, notamment dans la génétique. Parce que jusque-là, il y avait certains éleveurs qui étaient spécialisés dans, reproduire les cochons, donc c'est-à-dire vraiment avoir des élevages dans lesquels on va récupérer les paillettes de sperme des mâles et les ovules des femelles pour faire les petits cochons les plus adaptés au marché de demain. Et en fait, il se trouve que ces fermes-là, il y a pas mal de gens qui sont partis à la retraite et la Cooperl a racheté certaines de ces fermes. Nous, la question qu'on pose, il y a ces 7 fermes aujourd'hui au total, selon nos informations, qui ont été rachetées en tout ou en partie par la Cooperl. Et c'est vrai que ça pose bien la question de où se positionne la coopérative par rapport aux éleveurs. Enfin, normalement, c'est la coopérative qui appartient aux éleveurs. Là, maintenant, c'est les éleveurs qui appartiennent à la coopérative. Et c'est vrai qu'on voit là un peu, une fois de plus, les dérives du modèle. Et puis très certainement que cette enquête, en tout cas, a engendré certaines réactions, peut-être lors de sa publication. Je pense notamment aux éleveurs, mais peut-être aussi plus généralement dans l'industrie porcine bretonne. Voire plus. On avait interrogé la Cooperl dans le cadre du travail journalistique pour avoir du contradictoire. On n'a pas eu de réaction de leur part par la suite, en tout cas officiellement. Après, on a tenté de regarder sur les groupes Facebook des éleveurs ce qu'ils se disaient. Ce qui était rassurant et on en était assez content, c'est que les éleveurs disaient « Ah, vous avez décrit la vérité ». C'est-à-dire que vous, qui êtes parfois considéré comme un média un peu trop militant, etc., finalement, sur cette chose-là, vous décrivez ce qui est, c'est-à-dire une coopérative qui a trop grossi, qui est aujourd'hui en difficulté financière et qui n'est plus vraiment au service des éleveurs. Maintenant, une fois qu'on a posé cette vérité-là, apparemment, ça n'a quand même pas fait beaucoup avancer les choses, parce qu'il y avait un petit groupe de 8 éleveurs qui avaient essayé, au dernier conseil d'administration, de soulever exactement tous ces problèmes-là. Voilà, le fait que ce soit trop international, le fait que les prix soient trop bas, le fait qu'ils aient plus de pouvoir de décision. Et en fait, il se trouve que la seule réponse des dirigeants de la Cooperl, ça a été d'augmenter le nombre d'administrateurs dans le conseil d'administration pour que finalement ces voix soient étouffées. Et certains nous ont dit, on met les citations dans l'enquête, que clairement il y avait un problème de démocratie. Et c'est dommage parce que c'est vrai qu'encore une fois, le modèle coopératif, s'il est bien géré, il y a vraiment des atouts en termes d'économie, mais aussi de décision collective pour être plus fort ensemble. Tu y as plus ou moins déjà répondu, mais justement, c'était ma question. Quelle est la suite pour cette enquête ? Tu l'as dit, il n'y a pas eu beaucoup de changements depuis. Est-ce qu'on peut s'attendre peut-être dans les prochains mois à un peu de nouveau ? Finalement, c'est une affaire à suivre sur le long terme. Nous, il y a certaines sources avec qui on continue de discuter. On essaie de savoir justement s'il y a des répercussions, est-ce qu'ils auront des réponses aussi, parce qu'il y a beaucoup de choses qui restent en l'air. Un aspect qu'on évoque en fait à la fin d'un des volets de l'enquête, c'est aussi que ce qui nous a semblé intéressant, c'est qu'il y avait une très grande coopérative qui s'appelle Tereos, qui est dans le secteur du sucre, qui a vu le même genre de problème il y a quelques années. C'est presque mot pour mot, c'est-à-dire un dirigeant qui n'est plus très proche de sa base, des prix qui sont plus compréhensibles, une stratégie internationale que plus personne ne comprend non plus. Et à la fin, en fait, certains administrateurs ont réussi à renverser la direction. Ça a été dur, ils sont à la justice, mais ils ont réussi. Nous, on se dit que peut-être, en fait, à la Cooperl, il y a peut-être un scénario comme ça aussi qui pourrait se dessiner un jour. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose, Yvan, sur cette enquête ? Un mot peut-être pour les éleveurs ? Et c'est vrai que nous, on a eu du mal à trouver des éleveurs quand même qui nous parleraient, que ce soit au téléphone ou chez eux, et on a senti une vraie peur. Une vraie peur de parler à la presse, de dire les choses qu'il fallait pas, que la direction se retourne contre eux, notamment ceux qui ont beaucoup à perdre
c'est aussi ceux qui veulent partir et que la direction refuse de partir. Et ça montrait quand même une ambiance, qu'une organisation dans laquelle les membres ont tous beaucoup de critiques mais ont peur de parler. Ça signale au-delà de l'inclimat qu'il y avait vraiment une difficulté autour de la prise de décision collective. On comprend cette peur qui est un peu traduite aussi dans l'enquête avec le fait que les éleveurs sont anonymes, que les noms ont été changés et qu'on comprend qu'ils ont peur aussi peut-être des répercussions de ce qu'ils ont pu dire en tout cas pour cette enquête. Merci beaucoup Yvan de nous avoir éclairé sur cette enquête que tu as co-menée avec Christine. Merci beaucoup. Merci à toi. Puis j'invite les auditeurs à aller lire l'enquête complète qui se trouve sur le site internet de Splan.